Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, le budget 2014 sera un budget de rigueur. Même si l'État préfère vanter des réductions de dépenses sans précédent, la fiscalité des ménages ne sera pas épargnée. Et les communistes entendent peser sur ce budget, mais aussi sur la réforme des retraites. Ils l'ont fait savoir lors de leur journée parlementaire dans le Morbihan. Chez les Verts, c'est surtout le départ de Noël Mamère et l'éviction de Pascal Durand qui a dominé les débats. Le parti est réuni à Angers jusqu'à demain. Faut-il donner le droit de vote aux élections locales aux jeunes de 16 ans? C'est une piste de réflexion de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. Débat à suivre dans ce journal. Mais pour commencer, les chiffres du chômage, ils sont tombés en fin de journée. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé pour la première fois depuis plus de 2 ans. Les explications de Mounir Soussi. L'inversion de la courbe du chômage s'amorcerait-elle? Avec une baisse de 50 000 demandeurs d'emploi sans activité au mois d'août, les chiffres encouragent la stratégie du gouvernement qui met l'emploi en tête de ses priorités. Pour la première fois depuis avril 2011, le nombre de chômeurs a reculé dans le pays. Mais pas d'euphorie au ministère du Travail. Michel Sapin reste prudent. Une variation statistique peut avoir amplifié l'embellie. Des motifs de satisfaction se dégagent. Le recul pour le 4e mois consécutif du chômage des jeunes de moins de 25 ans se confirme. L'objectif de 100 000 emplois d'avenir avant la fin de l'année devrait être atteint. Et 480 000 emplois aidés seront reconduits au-delà de l'année 2013. Pour le Premier ministre, ces dispositifs ne sont pas la seule clé contre le chômage. Jean-Marc Ayrault affirme que la reprise repose essentiellement sur la capacité des entreprises à pouvoir investir et embaucher. Il estime notamment que la baisse du coût du travail prévue dans le budget 2014 contribuera à faire repartir l'emploi. En pleine polémique sur le ras-le-bol fiscal, le budget 2014 a donc été adopté ce matin en Conseil des ministres. Un budget qui s'annonce douloureux car si l'État va devoir se serrer la ceinture, les impôts vont continuer d'augmenter pour les contribuables. Un budget placé sous le signe des économies. Le gouvernement table sur une réduction des dépenses de 15 milliards d'euros. Ainsi, l'État et les collectivités devraient économiser 9 milliards. Les 6 milliards restants porteront sur la sécurité sociale. Cet effort n'annonce pas pour autant la pause fiscale promise. 3 milliards de recettes nouvelles sont espérées. Les ménages verront le plafond du quotient familial abaissé, la réduction d'impôts pour frais de scolarité supprimée, les frais de notaire et la TVA augmentés. Bonne nouvelle pour les contribuables, l'impôt sur le revenu sera de nouveau calqué sur l'inflation. Les entreprises seront soumises à un nouvel impôt sur l'excédent brut d'exploitation qui remplace l'imposition forfaitaire annuelle. Mais elles pourront s'appuyer sur le crédit d'impôt compétitivité emploi déjà en vigueur. Le gouvernement espère ainsi consolider le frémissement sur le plan de la croissance et se montre optimiste pour les mois à venir. Nous savons ce qu'il reste à faire pour consolider la situation de l'économie française, mais incontestablement, et tous les instituts, qu'ils soient publics ou privés, nous le disent, ça va mieux. Le budget est construit sur une prévision de croissance de 0,9% en 2014, mais ce rebond attendu ne couvre pas la hausse record de la dette publique estimée à 95,1% du PIB. Demain, Pierre Moscovici présentera son plan à Bruxelles, qui a depuis cette année un droit de regard sur les orientations budgétaires des pays de la zone euro. Les Verts en pleine crise alors que s'ouvrent à Angers les journées parlementaires du parti. Le député Noël Mamère, une des figures d'Europe Écologie Les Verts, a annoncé son départ. Lundi, c'est Pascal Durand, le secrétaire national, qui était poussé vers la sortie. Sur place, ces deux événements n'ont pas manqué d'alimenter les commentaires. Cécile Sixou. Ils espéraient parler écologie. Finalement, c'est le coup de théâtre de Noël Mamère qui est au centre des discussions. À l'entrée de leur séminaire, certains parlementaires écologistes sont agacés. Il n'est pas parti, Noël, c'est retenu, moi je reviens, enfin, arrêtez. C'est une petite scorie dans un univers de gens qui essayent de se dépatouiller pour sauver la planète. On a besoin de tout le monde. Noël est quelqu'un de talent et je trouve ça très décevant, cette porte claquée. Une porte claquée quelques jours à peine après l'annonce de Pascal Durand de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du parti.
Pour le sénateur Jean Desessard, cela révèle un réel dysfonctionnement chez les Verts. Où on n'est plus un parti, disons, assez solidaire, où il y a trop d'intérêts particuliers et qu'il y a un manque de lisibilité puisqu'on privilégie le court terme. Comme on dit, les gens courent après les places, au lieu du projet écologiste, qui est un projet généreux, qui est un projet d'avenir. Si Noël Mamère jette l'éponge, c'est aussi à cause de ce qu'il appelle le clan du flot. La ministre aurait toujours la main mise sur le parti, pas convaincant pour André Gattolin. L'influence de Cécile Duflot, il y a plein de gens qui ont l'influence. L'influence, elle ne se joue pas dans les médias, elle se joue à l'intérieur des instances. C'est ce qu'on fait, ce qu'on gagne, ce qu'on obtient. Et je crois que parfois on perd, mais souvent on arrive à obtenir des vraies avancées. Grande figure du parti, mais aussi grand absent de ces journées parlementaires. Après 15 ans, le maire de Bègles a rendu sa carte, mais restera tout de même au groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Nous retrouvons tout de suite en direct d'Angers Esther Benbassa. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Alors ce soir, est-ce que vous direz que le parti est en crise après ce départ, cette porte claquée par Noël Mamère et puis Pascal Durand qui, on l'a appris lundi, est poussé vers la sortie? Bon, écoutez, vous parlez de crise. Moi, je n'ai pas senti la crise du tout. C'est un commentaire que vous faites. En tout cas, les gens discutent beaucoup, parlent du départ de Noël Mamère. C'est vrai que on est un petit peu quand même bouleversé. C'est un grand militant historique et son départ est vraiment pas perçu d'une manière. Est-ce que vous le comprenez, ce départ, Esther Benbassa? Les gens ne sont pas. Est-ce que vous le comprenez, ce départ? Écoutez, depuis un moment. Si, je peux le comprendre. Il n'est pas d'accord avec les axes du gouvernement, enfin les axes du parti, le fait que nos ministres restent au gouvernement. C'est l'avis d'une partie du parti, mais pas de l'ensemble. Par exemple, moi-même, je trouve qu'il faut être présent au gouvernement. On a été longtemps le parti du non, non, non. C'est facile de dire non, mais c'est difficile d'agir. Quand on est au gouvernement, on peut agir et on peut avoir des résultats, obtenir des résultats comme les lois sur le logement de Madame Duflot, etc. Mais enfin, vous savez, quand on arrive à l'âge adulte, c'est vrai qu'il y a des crises et nous vivons cette crise du passage de l'adolescence insouciante à l'âge adulte et Esther nous devons Benbassa, assumer. Moi, je pense que... On a entendu dans le reportage les propos de votre collègue sénateur Jean Desessard. Il parle de dysfonctionnement du parti et regrette qu'on se concentre sur des objectifs à court terme au lieu de parler du vrai projet écologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, il a son avis, moi j'ai mon avis. Moi je ne suis pas dans les instances dirigeantes, donc je ne suis pas très au courant. Toutefois, il faut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se recentre, qu'on discute sur le fonctionnement interne du parti, sur ses axes dans l'avenir, sur son programme et qu'il y ait davantage de discussions et davantage de circulation de la connaissance, qu'il y ait plus de discussions. On n'a pas le temps, on est tout le temps pressé, mais enfin c'est un défi à relever et aujourd'hui ELV doit relever ce défi et le départ de Noël Mamère nous rappelle qu'il faut relever ce défi si nous voulons continuer à exister, à être un parti solidaire, aussi bien contre la majorité mais aussi dans la majorité en agissant. Voilà, il faudrait que ce défi soit celui des années à venir. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir répondu à nos questions. Réunis à Auray dans le Morbihan jusqu'à demain, les parlementaires communistes et du parti de gauche entendent avoir une appréciation partagée sur les projets de loi qui vont bientôt arriver en discussion, comme les retraites, les métropoles ou encore le budget. Objectif, développer des propositions alternatives sans s'enfermer dans des postures. On va d'ailleurs retrouver en direct d'Auray Eliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat. Bonsoir Eliane Assassi, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Alors, vous entendez peser sur un budget a priori mauvais. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas le voter, ce budget ?
C'est possible que nous ne le votions pas, puisque les annonces suite au Conseil des ministres de ce matin tendent à l'évidence à pressurer encore plus les familles, les retraités. Donc, en l'état, je crois qu'effectivement, ce qui se dessine peut être un vote contre ce budget en fin d'année. Pierre Laurent, sénateur de Paris, eh bien, estime que la bataille parlementaire doit être adossée à une action de terrain et préconise une mobilisation des contribuables sur le budget 2014. Qu'en pensez-vous ? Ben écoutez, moi je suis tout à fait favorable puisque nous avons quand même l'habitude de dire que nous sommes les porte-voix des mobilisations qui se passent dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villes. Et là, nous ambitionnons avec les élus de proximité, avec les syndicats, des associations, de construire des actions sur particulièrement les impôts et de nous rendre dans les centres d'impôts avec toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de la pression qui est faite sur eux pour exiger d'autres choix en matière de budget, en matière d'impôts. Autre réforme importante à venir, Éliane Assassi, eh bien la réforme des retraites. À l'Assemblée, vos collègues entendent développer des propositions alternatives. Alors, est-ce que vous avez réfléchi un peu aujourd'hui aux propositions que vous souhaitez formuler ? Oui, bien sûr. De toute façon, ça fait un moment que nous disons que la réforme des retraites envisagée n'est pas une bonne réforme des retraites. Bien évidemment, il y a la pénibilité, il y a ce qui concerne les jeunes, il y a ce qui concerne les femmes. Mais je crois que nous allons aussi mener une bataille sur le financement des retraites parce qu'il y a des solutions alternatives à celles qui sont proposées par le gouvernement aujourd'hui. Donc nous allons détricoter un certain nombre de propositions pour faire la démonstration que justement, il y a des solutions alternatives possibles et qu'il serait tout à fait opportun qu'un gouvernement de gauche mette en œuvre ce genre de propositions que nous allons, je le répète, détricoter tout au long du débat sénatorial. Mais je voudrais dire que nous ferons la même chose sur le budget. Je le répète souvent, nous ne sommes pas dans des postures, nous ne sommes pas figés. Nous avons un programme, nous avons des propositions et notre ambition, c'est de rendre visibles, de rendre crédibles ces propositions pour rendre service à la gauche. Parce que je crois que c'est une des missions qui nous est conférée aujourd'hui, c'est aussi de rendre service à la gauche. Et quand je dis rendre service à la gauche, c'est rendre service au peuple de France. Jean-Luc Mélenchon, le co-président du parti de gauche, dit qu'il n'a pas été invité. Il se dit victime d'ostracisme. Que lui répondez-vous ? En toute amitié, je réponds à Jean-Luc qu'il est député européen et que de facto, il était invité à participer à ces journées parlementaires dont je ne comprends pas très bien le sens de sa colère, mais nous en discuterons. En tout cas, il ne revient pas à la présidente du groupe communiste républicain et citoyen du Sénat d'inviter les députés européens. Chaque groupe est autonome et voilà. Donc, il savait qu'il y avait des journées parlementaires. Donc, je le répète, de facto, il était invité, bien évidemment. Merci beaucoup, Éliane Assassi, d'avoir répondu en direct à nos questions. La polémique du jour, on la doit à un sénateur, Éric Doligé, hier, lors des journées parlementaires de l'UMP. Il a déclaré avoir un instinct meurtrier, car il ne supporte plus, je cite, Hollande et sa bande, des propos jugés intolérables par le Parti socialiste. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec Éric Doligé. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, monsieur le sénateur, est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous les assumez? Je maintiens non pas la forme, mais je maintiens le fond. La forme, c'est vrai, était un peu violente, mais c'est dans un cadre particulier et dans des conditions particulières. Donc je disais un certain nombre de choses à mes collègues de l'UMP d'arrêter de se tirer dessus en interne et de plutôt viser en externe. Donc c'était dans la lignée. Ceci étant, sur le fond, je considère que le président de la République, avec toute son équipe et son Premier ministre et ses ministres, sont en train de détricoter, de démolir la France, de nous mettre au fond d'un abîme totalement insupportable pour les Français. Et d'ailleurs, 77% des Français se montrent totalement insatisfaits du président de la République. Mais est-ce que vous comprenez que ces propos aient pu être perçus comme anti-républicains ? Oui, alors là, je dirais les leçons du Parti socialiste, je crois qu'il devrait d'abord se les donner. Quand on voit ce que M. Montebourg a dit sur le président Chirac, c'était pas très républicain. Quand on voit M. Désir qui nous a traités de munichois, c'était pas très républicain. Quand je vois que dans la presse locale, la gauche, à la suite de l'avenue de Mme Taubira, se gargarise et dit que Sueur est enfin un vrai tueur, que Mme Taubira finalement reconnaît le mur des cons où l'on voit
des personnes qui ont eu leurs enfants assassinés, j'avoue que les leçons de républicanisme me surprennent de la part de la gauche. Donc il faut d'abord qu'ils nettoient dans leur rang. Et après, certains parlementaires, notamment de la gauche forte, ont même demandé votre exclusion de l'UMP et celle de Jean-Claude Gaudin, que l'on entend également dans la vidéo. Vous redoutez des sanctions de la part de votre parti? Non, mais je ne vois pas pourquoi je redoute des sanctions. C'est des propos dans un cadre particulier. Si on éliminait au Parti socialiste tous ceux qui ont eu des paroles, ou dans les syndicats, parce que quand vous voyez un cercueil qui se promène dans les défilés et dans lequel on voit le président de la République ou au moins on marque dessus, c'est pas très respectueux de la République non plus. Donc il faut quand même arrêter de jouer les vierges effarouchées comme le fait actuellement le Parti socialiste. Le Parti socialiste est en train de détruire notre pays. Le Sénat, vous voyez ce qui risque de se passer. Les départements, n'en parlons pas. Le Parti socialiste décide pour les départements des hausses d'impôts. Bref, en ce moment, avec les promesses qui sont faites concernant le maintien des taux fiscaux pour l'année 2014, alors qu'on sait que ça n'est pas vrai, la pression fiscale, etc. etc. Donc on vit de mensonge en mensonge. Merci Éric Doligé pour avoir apporté ces précisions. Voilà. Bruxelles menace Paris de sanctions en cas de non-respect des droits fondamentaux de l'UE. La Commission européenne rappelle en effet que les Roms sont des citoyens européens qui ont le droit de circuler librement dans tous les États de l'Union européenne. Si ces principes inscrits dans les traités ne sont pas respectés, la Commission utilisera tous les moyens à sa disposition. Déclaration aujourd'hui du porte-parole de la Commission. Et on connaît d'ailleurs la date des élections européennes. Elles auront lieu le dimanche 25 mai, à l'exception de certaines zones d'outre-mer. 40 propositions pour favoriser l'accès aux soins des plus démunis. C'est ce que propose un rapport remis hier à Jean-Marc Ayrault par la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Aline Archimbaud. Il faut dire que même les bénéficiaires de la CMU, la couverture maladie universelle, renoncent de plus en plus aux soins, comme l'a constaté Faustine Saint-Geniès. Sophia bénéficie de la CMU. Nous l'avions rencontrée en février dernier. Elle nous racontait avoir souvent du mal à se faire soigner. Il y a des médecins qui n'acceptent pas les CMU. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on paye nous-mêmes. Le refus de soins, un phénomène massif. Selon plusieurs études, les bénéficiaires de la CMU se voient refuser un rendez-vous chez un généraliste non conventionné dans 10 à 30% des cas. C'est encore plus chez les spécialistes. Ce médecin en secteur 2 accepte, lui, les bénéficiaires de la CMU, mais se heurte à certaines difficultés. Je suis confronté à ne pas pouvoir adresser des patients à des spécialistes d'autres spécialités que la mienne en soins secondaires. On est dans un dispositif de médecine à deux vitesses. Pour remédier à ces situations, la sénatrice Aline Archimbaud vient de remettre un rapport au Premier ministre. Objectif, faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis. Il y a encore beaucoup de difficultés, y compris administratives, une complexité administrative épouvantable, qui fait que c'est un parcours d'obstacles, vraiment, un parcours du combattant, quand on est modeste ou pauvre ou précaire. Principale proposition donc, simplifier les procédures administratives, étendre l'accès aux soins à certains bénéficiaires d'allocations, combattre et sanctionner les refus de soins. Des propositions qui devraient être reprises dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2014. 24h Sénat, tout de suite le débat. Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, réfléchit à un statut de prémajorité pour les jeunes de 16 à 18 ans qui leur ouvrirait un droit de vote aux élections locales. Cette réforme pourrait intervenir dans le cadre de la loi Famille. Mais pour Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, la réflexion n'est pas encore aboutie sur ce sujet. Alors qu'en pensent les premiers concernés? Voyez ce reportage de François Goulin. Trop tôt, pas concerné, aucun intérêt. Les ados ne sont pas emballés par le projet du gouvernement, loin de là. Beaucoup estiment être incapables de se façonner une opinion politique différente de celle de leurs parents.
Je ne m'intéresse pas du tout à la politique, vraiment c'est quand il va falloir que je vote, là oui je m'intéresserai à la politique, je commence à me forger une opinion, mais à 16 ans on n'a pas forcément une opinion à soi encore. Ça voudrait dire que dans le discours des politiques, il faudrait qu'ils s'adaptent et qu'ils aillent sensibiliser des adolescents avec des arguments qui seraient plutôt absurdes comme ça à première vue, comme par exemple vous n'auriez pas cours le samedi matin, votez pour nous s'il vous plaît. Seuls quelques rares lycéens soulignent une avancée pour la jeune génération. Ce serait déjà un changement pour accorder plus de liberté aux jeunes qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, avec souvent des politiques qui ne nous concernent pas. Ça forcerait sans doute les maires, les politiques, de penser plus aux jeunes. L'UMP, de son côté, s'inquiète d'une idée qu'elle juge démagogique à quelques mois des élections municipales. C'est dangereux de jouer avec ça parce que ça n'est pas le sujet. Et il vaudrait mieux avoir des mesures beaucoup plus efficaces, sans doute, dans d'autres domaines comme l'apprentissage, l'accès à l'emploi et l'avenir qu'on peut leur offrir de ce côté-là. La proposition pourrait être intégrée à la loi sur la famille, présentée en Conseil des ministres en fin d'année. Encore faut-il que le gouvernement s'entende et parle d'une seule voix. Marisol Touraine, invitée hier sur Public Sénat, a fait part de sa réserve. Il faut être prudent sur le droit de vote, a-t-elle commenté. Et nous ouvrons le débat de ce 24 heures Sénat sur ce sujet de la prémajorité pour les jeunes de 16 à 18 ans avec nos invités ce soir. Maxime Werner, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association des jeunes de France et vous êtes initiateur de la loi sur l'éligibilité à 18 ans. Face à vous, Jonas Haddad, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP, délégué national des jeunes populaires. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pensez que ce statut de prémajorité pour les jeunes de 16 à 18 ans est une bonne idée, Maxime Werner? Je crois que ça a beaucoup de sens si c'est pris dans la volonté de faire accéder les jeunes à une réelle citoyenneté à 18 ans. C'est-à-dire que c'est pas la question de 16 ans qu'il faut se poser, c'est à 18 ans, quand les droits arrivent, quelles sont notre conscience et notre pleine capacité de prendre nos devoirs et de les assumer devant la nation. Le grand débat qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'à 18 ans, il n'y a pas une réelle majorité. Le premier emploi durable, il est à 28 ans. On a de plus en plus de mal à pouvoir être autonome dans des questions de logement. La précarité, évidemment, de la santé de nos jeunes est aussi une question qui doit se poser. Et donc, le débat avec le gouvernement aujourd'hui, en effet, une prémajorité, c'est très intéressant pour donner une voie d'accès, un chemin vers la majorité pleine et entière, mais il faut la penser de manière plus large que le droit de vote, qui finalement n'est qu'un sujet parmi tous ceux qu'on accède à 18 ans. Jonas Haddad, une réaction, qu'en pensez-vous? Alors, c'est une piste de réflexion. Hein, oui, mais d'abord, le timing est extrêmement curieux. Après le droit de vote des étrangers, le droit de vote des jeunes... On essaye de flatter certaines parties de la population. On voit que les élections municipales approchent. Vous estimez que c'est démagogique, qu'il n'y a pas une forte aspiration chez les jeunes aujourd'hui, une demande de voter à 16 ans? D'abord, on voit bien que la ministre elle-même n'a pas réellement motivé sa proposition. Marisol Touraine est contre. Et en réalité, on ne voit pas d'argument réel pour aller vers ce droit de vote à 16 ans. Et j'ai, exactement comme le sénateur UMP qui a parlé tout à l'heure, la même position. C'est-à-dire qu'on avait un président qui s'est dit « Je suis le candidat de la jeunesse ». Il s'est auto-proclamé. Après, il est président de la jeunesse. Il arrive à un record de chômage des jeunes. Et la seule solution qu'il a proposée pour les jeunes, c'est de leur donner le droit de vote à 16 ans, alors que la majorité à 18 ans me semble extrêmement convenable. Et j'ai jamais entendu, et pour vous dire qu'on fait beaucoup de terrain, parce qu'on a des jeunes militants de 16 à 30 ans, j'ai jamais entendu un jeune de 16 ans me dire « Ah, moi j'aurais vraiment envie de voter », parce qu'ils ont conscience qu'entre 16 et 18 ans, on se forge une culture citoyenne, on étudie à l'école, on apprend certaines choses, et entre 16 et 18 ans, la maturité arrive, et 18 ans, à mon sens, c'est l'âge optimal pour avoir l'ensemble de ses droits, notamment le droit de vote. En 1974, certains disaient d'ailleurs qu'à 21 ans, on n'avait pas l'âge pour aller voter. Finalement, ça s'est fait. Aujourd'hui, on en est là aussi en tant que jeune, on a à peu près le même âge, j'imagine, de pouvoir s'engager très tôt. Moi, j'ai pas attendu d'avoir 18 ans pour essayer de changer les lois, de me présenter à 18 ans aux élections locales. Et aujourd'hui, les partis politiques sont en train de prendre conscience, ça a été long, hein, qu'il faut mettre des jeunes dans la représentativité, finalement, dans les exécutifs locaux. Et 20 ans, on reste jeune. Alors qu'en réalité, à 16 ans, on n'a encore pas de maturité. Personne n'a les mêmes 18 ans et les mêmes 20 ans. Ça ne veut rien dire. Il y a des études qui ont été faites. Béatrice Copper-Royer, qui est une psychologue spécialisée dans l'adolescence, estime aujourd'hui bien que c'est plutôt logique car les jeunes sont plus précoces quand même. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'on ne veut pas distinguer les majorités. Enfin, je veux dire, à un moment, on considère qu'il y a une personne qui peut avoir effectivement son premier job à 26, 27 ans, il va avoir son permis à 20 ans, il va avoir le droit de vote à 18 ans. Et le problème, c'est que si on descend à 16 ans, on va descendre jusqu'où? On considérera que parce que la personne commence à être réveillée, il faudra le donner plus tard à 14. Et donc en réalité, on voit très bien que c'est une opération qui est lancée comme un rideau de fumée
un, sur les vrais problèmes de la jeunesse, parce qu'effectivement, comme sur d'autres sujets, on essaye de faire des écrans de fumée. Et deuxièmement, sans aucune motivation. Moi, j'entends la motivation de Maxime Werner parce que effectivement, c'est quelque chose pour lequel il a toujours milité, etc. Mais j'ai pas connu les motivations de la ministre. Et en réalité, j'ai vraiment l'impression d'une opération stratégique, voire cynique, ce qui est encore plus grave pour les jeunes. Je crois qu'il faut pas être caricatural et faut voir loin. Aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, n'est pas sur cette position. La ministre a lancé un groupe de travail, et je suis pas payé pour la défendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a lancé un groupe de travail, on ne sait pas où ça va nous mener. Et ce sont des associations de jeunes, ce sont des spécialistes de ces questions qui vont décider. Mais il faut quand même revenir sur quelque chose. Aujourd'hui, on le sait, la durée de vie, la durée de vie est de plus en plus longue. Et donc on a un corps électoral qui est tordu, qui est distendu justement vers le 4e âge et finalement aujourd'hui un nouveau risque qui est le risque de la vieillesse. Comment on fait pour prendre en considération les jeunes qui sont de plus en plus minoritaires dans ce pays? Ça, c'est une question qui, je crois, ne sera pas seulement répondue par ce sujet du droit de vote, parce que ça ne concerne pas les élections nationales. Mais je crois qu'il faut entendre davantage les jeunes. La question de la démocratie participative est un grand sujet. Au-delà du droit de vote, je crois qu'il faut davantage former, initier les jeunes à quoi? À penser à eux-mêmes. À partir de 18 ans, c'est totalement crédible que les personnes soient engagées, soient militants et envie. Mais pour la simple et bonne raison qu'en réalité, nous, par exemple, nous accueillons des militants à partir de 16 ans. Oui, et on voit très bien que les jeunes sont de plus en plus politisés, ils ont un accès à l'information qu'ils n'avaient pas autrefois. À 16 ans, ils ne demandent pas à avoir la capacité de vote. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent et ils disent, voilà, j'ai envie d'avoir cette culture politique. Aidez-moi à pouvoir l'appréhender, et comme ça, quand j'aurai 18 ans, je pourrai extrêmement bien faire notre choix. Moi, je vois très bien, il y a des personnes qui, à 16 ans, étaient communistes, et qui, après, à 45 ans, sont de droite. Et donc, en réalité, c'est extrêmement important d'avoir un minimum de maturité. Et alors, pourquoi? Parce que c'est extrêmement important, le vote. C'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, comme pour les étrangers. Il n'y a pas de survote et de sous-vote, il n'y a pas de bon et de mauvais vote. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une aspiration des jeunes à plusieurs reprises? Jonas Haddad a dit qu'il n'y avait pas d'aspiration de la part des jeunes de 18 ans ans pour avoir envie de voter. Le jour de mes 18 ans, je me présentais aux élections municipales avec une équipe de jeunes et je suis pas allé les trouver. Vous êtes président d'une association de jeunes de France. Mais en quoi est-ce que je suis exceptionnel? Je représente des milliers de jeunes qui sont comme moi. Je suis pas du tout exceptionnel. Il faut être très clair dans ce qu'on dit. C'est des questions passionnantes, c'est des questions de démocratie, de représentativité. Quelqu'un de 16 ans, si demain il a le droit de vote aux élections locales, sa voix vaut autant que celle de quelqu'un de 50 ans. Mais ma question est pourquoi? On imagine bien que vous, aux jeunes populaires, il y a des militants qui ont déjà 16 ans et qui ont déjà une opinion qui est forgée, qui sont prêts à voter. Ça, vous pouvez entendre cet argument. Mais qui ne le demandent pas et qui même nous disent... Moi, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à apprendre, et c'est pas honteux de dire qu'à un moment, quelqu'un n'est pas assez mature pour pouvoir voter. Je reviens à la question de dire, mais pourquoi on leur donnerait pas le droit de vote? Mais c'est exactement la même question que pour notamment les personnes qui sont pas de nationalité française. Parce que pour avoir le droit de vote, il faut deux choses. Il faut d'abord avoir une maturité qu'aujourd'hui nous fixons à 18 ans. Et deuxièmement, il faut avoir une nationalité. Ça suffit pas de payer ses impôts et ça suffit pas de vivre dans un endroit pour avoir le droit de vote. Il faut être mature et il faut être français. Voilà les deux arguments sur lesquels on peut dire qu'en réalité, le gouvernement actuel, il tente des écrans de fumée, droit de vote des étrangers, droit de vote des jeunes et plein d'autres choses. Maxime Werner, vous militez également pour une éligibilité à toutes les élections. Vous parlez de majorité complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'en 2012... c'est quand même il n'y a pas très longtemps, hein, il fallait avoir, et je le dis d'autant mieux au sein du Sénat, qui est une belle institution et qui se modernise d'ailleurs plutôt bien, 23 ans pour se présenter aux élections législatives européennes, c'est l'année prochaine, j'espère qu'il y aura des jeunes, et présidentielles, 30 ans pour se présenter au Sénat. Avant, c'était 35 ans. C'est passé à 24 ans. Sur quelle justification de nos amis sénateurs? C'est 18 ans plus un mandat local, 24 ans. 18 Jospin, 6, ça fait 24. Bien sûr, Lionel Jospin, dans son rapport qu'il a remis au président de la République l'an passé, préconise que ce soit ramené à 18 ans. J'ose demander ici au Sénat, et je croise quand même quelques sénateurs, et je crois que ça viendra, qu'on puisse l'abaisser. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à 18 ans, Jonas Haddad le disait lui-même, on est mature, c'est ça? On a assez de maturité, selon vous, pour pouvoir voter. Qu'on puisse pouvoir se présenter à toutes les élections. C'est la démocratie, et dans la société dans laquelle nous vivons, où il y a de plus en plus de désinformation, et finalement, je dirais, de manque de responsabilisation de nos jeunes, la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de leur donner des responsabilités, des droits, mais surtout aussi des devoirs et les moyens de pouvoir les exercer. Attention que je sois bien clair, c'est un très noble combat. Vraiment d'impliquer les jeunes dans la vie politique, mais encore une fois, comme c'est un combat qui est noble, il ne faut pas mettre tout à l'intérieur, et c'est pas à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont favorables aux jeunes qu'en réalité on doit y accéder, et en l'occurrence ce n'est pas nécessaire. Merci. Alors on a posé la question aux internautes du nouvelobs.com, notre partenaire. Élection locale, êtes-vous favorable à un droit de vote dès 16 ans? Ils ont répondu non à 85%, oui à 13% sur 224 votants. Merci à vous d'avoir été les invités de ce 24 Sénat. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. À 22h, vous retrouverez Sonia Moab
Sherbrooke. Et demain matin, vous pourrez suivre la suite des journées parlementaires du Parti communiste et d'Europe Écologie Les Verts sur les antennes des chaînes parlementaires à partir de 9h30. Bonne soirée à tous.